merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Parfait. Donc, je vais peut-être aussi m'enlever, ça sera mieux. Comme ça, vous n'aurez pas tout ça. Voilà. Et donc, comment va se dérouler ce mardi de la donnée? Donc, Marine vous l'a déjà un petit peu expliqué. Donc, en premier lieu, je vais vous parler du rôle de l'IGN et de sa mission de service public. Ensuite, je vais vous faire un panorama des données de l'IGN et des services en ligne de l'IGN, et puis un tout petit zoom sur le 7e appel à projet IGN Fab qui a pour thématique le LIDAR, la technologie LIDAR. Ensuite, Julia viendra témoigner donc sur l'utilisation des données IGN qu'elle a pu faire dans le cadre de l'accélération de son projet et de sa société DeepKey. Et puis, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, qui nous sommes? L'IGN, c'est un établissement public à caractère administratif, c'est un opérateur de l'État qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc, comme l'a dit aussi Marine, donc sa vocation, c'est vraiment de produire et de diffuser des données donc, en open data donc, depuis le 1er janvier 2021 et aussi de diffuser des représentations de référence, donc, que sont les cartes papier et les cartes en ligne, et puis aussi les géovisualisations, pardon, donc, qui sont relatives à la connaissance de notre territoire national et à la connaissance des forêts françaises et à leur évolution. Donc, depuis quelques années, l'une de nos missions principales, c'est d'appuyer les porteurs des politiques publiques dans la définition de ces dernières, dans leur mise en œuvre et aussi dans leur évaluation. Donc, à ce titre, l'IGN entretient un certain nombre de bases de données géographiques multithématiques de référence qui vont décrire le territoire et les phénomènes aussi qui s'y produisent. Donc, nous avons récemment opéré un changement de trajectoire depuis quelques années, depuis le début de l'année 2021, pour répondre aussi aux grands bouleversements écologiques et numériques que nous connaissons tous. Donc, pour ce faire, l'IGN s'est doté d'une nouvelle boussole. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, notre idée, c'est vraiment d'outiller la nation pour comprendre mieux son territoire et faire face à deux grands défis majeurs que sont le changement climatique et aussi la concurrence imposée par les géants du numérique. Donc, notre but, c'est vraiment de cartographier les impacts de l'activité humaine sur son environnement pour mieux évaluer, voilà, comme je le disais, l'impact du changement climatique et aussi produire des géodonnées de référence au service de la souveraineté numérique de la nation pour proposer, évidemment, si on peut, une alternative au modèle des géants des GAFAM. Donc, cette nouvelle trajectoire qui a été prise par l'IGN se traduit par 3 ambitions. Donc, la première, c'est d'observer le territoire national en continu. Donc, l'idée, c'est pour être plus réactif et plus rapide, pour s'adapter plus vite au changement, l'Institut va recentrer et développer ses activités de production et de valorisation des données sur la cartographie de l'Anthropocène. Donc, notre deuxième ambition, c'est être un acteur des communs numériques. Donc, en complément de ces activités de production, l'IGN doit vraiment s'investir pleinement dans son rôle de rassembleur de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs qui vont interagir autour de défis d'intérêt commun quand nous, voilà, on n'a pas la possibilité de répondre à tous les besoins des politiques publiques. Voilà. Et puis, notre troisième ambition, c'est de cartographier et de représenter le territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est vraiment, permet à la carte d'être un outil vraiment de décision et un outil de médiation. Ça démultiplie vraiment son potentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les cartes papier et numériques au service de nos concitoyens pour enrichir leur vision du territoire. Et aussi, l'idée, c'est de sensibiliser la jeunesse à ces différentes questions de changement climatique et de souveraineté numérique. Donc nos domaines d'intervention, eh bien, ils sont très larges, hein, évidemment, puisque l'information géographique est venue dans les domaines de la biodiversité, de la forêt, de la mer, du littoral, du climat, de la prévention des risques. Voilà. Donc c'est très, 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 très large. Donc maintenant que je vous ai présenté les missions de l'IGN et ses domaines d'intervention, je vais vous présenter son offre de données de services que nous avons regroupées en 6 grandes familles. Donc, il y a d'abord les ortho-images, ensuite je vous parlerai des bases de données vectorielles, du parcellaire cadastral, de la cartographie
du patrimoine, des données LIDAR, et enfin, je vous expliquerai comment accéder à toute cette offre de données et services en ligne de l'IGN. Donc, on commence avec l'ortho-imagerie aérienne et satellite. Donc, c'est assez simple, hein. C'est une image géographique du territoire national. En gros, c'est toute la France vue du ciel en images, donc avec différentes résolutions qui vont être de plus en plus précises. On va utiliser donc la BD ortho, l'ortho haute résolution, l'ortho satellite Pléiade, par exemple, et puis progressivement aller vers le plan de corps rue simplifié. Donc, les usages de l'ortho sont assez classiques, hein. Il s'agit de se repérer, de positionner ou de saisir des informations, de faire des mesures, et puis de contrôler et valider que le terrain et la base de données, par exemple, sont conformes tous les deux. Donc, une deuxième famille de données, ce sont les données vectorielles, et notamment l'ABD topo. Donc, les bases de données vecteurs, hein, ce sont des bases de données géométriques composées de points, de lignes, de polygones qui vont représenter les objets du monde réel, comme les bâtiments, les routes et les cours d'eau. La base de données topographiques de l'IGN, c'est donc une description vectorielle en 3D des éléments du territoire et de ses infrastructures. En gros, c'est toute la France en objet. On va pouvoir manipuler ces objets, hein, manipuler par exemple les limites administratives, le bâti, la végétation. Donc vraiment, tout le territoire est décrit dans cette base de données topographique, qui comprend beaucoup de thèmes. Donc j'en ai cité un certain nombre là déjà, mais vous en avez d'autres, hein, tout ce qui est infrastructure routière, ferrée ou aérienne, par exemple. Vous allez avoir les zones de végétation avec la baie des forêts, enfin, ce genre de données. Donc, tous ces thèmes dont je vous ai parlé là sont en licence ouverte et téléchargeables sur le site des géoservices, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, cette base de données topographique, là, dont on est en train de parler, elle a été refondue en 2019. Et là, on vous parle du coup de la BD Topo V3. Et cette nouvelle version vraiment a permis de simplifier la structure et de l'enrichir de nombreux thèmes. Et puis aussi, ça nous a permis, côté IGN, de faire un pas vers le collaboratif avec l'ouverture de nos données aux partenaires de confiance. Et donc, en termes de mise à jour, on sort une nouvelle édition de la BD Topo à peu près tous les 3 mois. Donc, pour continuer dans cette famille de produits vecteurs, il y a aussi l'occupation du sol à grande échelle, donc l'OCSGE. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel national qui est utilisable à différents échelons du territoire, qui va servir pour la mise en place des politiques d'aménagement du territoire notamment, et qui va aussi, par exemple, vous aider dans la constitution de vos documents d'urbanisme. Donc, cette base de données, elle décrit le territoire métropolitain et les départements et les régions d'outre-mer donc, en 2 dimensions. Donc, il y a la couverture du sol, en gros, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, il y a son usage, à quoi ça sert. Donc, il y a différents seuils de saisie, hein, dont c'est minimum, en fait, dans cette base de données. Donc, ça signifie qu'en gros, les bâtiments qui sont en deçà de 200 mètres carrés n'apparaîtront pas dans cette OCSGE. Donc, 500 mètres carrés pour les zones construites et 2500 mètres carrés pour les zones hors zone construite, pardon. Donc, j'en profite là de cette conférence pour faire un peu de pub pour une prochaine conférence qui est organisée donc, le 30 juin par l'IGN, justement sur ces données de l'intelligence artificielle au service de l'occupation du sol. Donc, n'hésitez pas, ce lien sera cliquable dans la présentation que vous aurez ensuite. Et il reste de la place, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, une autre donnée d'occupation du sol que l'IGN produit, c'est le registre parcellaire graphique. Donc, c'est une base de données de référence qui va servir à calculer les aides qui vont être versées aux exploitants agricoles dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, l'IGN a signé une convention tripartite avec le MA et l'Agence des services de paiement, qui est l'agence qui va payer la majeure partie des aides européennes qui sont versées aux exploitants agricoles. Et donc, cette convention convient que l'IGN doit diffuser une version anonyme des données graphiques du RPG associées à certaines des données qui sont déclarées par les exploitants. Donc, c'est vraiment une mine d'or, cette base de données. Donc, on a des informations très détaillées sur l'occupation du sol et les structures foncières. Pardon. Donc, ça concerne à peu près 9 millions de parcelles. Ça, c'est pour les versions qui sont après 2015, parce qu'avant 2015, on n'avait pas un niveau de précision égal à celui d'aujourd'hui. On ne fournissait que les îlots agricoles et on n'allait pas jusqu'à la parcelle.
Non, c'est bon. Donc, une autre donnée vecteur, c'est le référentiel géographique forestier, hein, qui est un outil de référence pour les acteurs de la filière bois, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Donc, il est composé de deux versions, donc la BD Forêt V1 et la BD Forêt V2. Donc, la BD Forêt V1, elle a été constituée entre 1987 et 2006. Elle présente, elle, la structure des peuplements et la composition vraiment dominante des forêts. Il faut une surface minimale de cartographie qui est de 2,5 hectares, 25 hectares, pardon, pour pouvoir figurer dans cette base de données V1. Donc, pour vous donner une idée, hein, ça représente à peu près l'équivalent de 3 terrains de football. Donc, cette base de données Forêt V1, elle a une nomenclature départementale qui varie d'une quinzaine à une soixantaine de postes. Les postes, en fait, ce sont les essences forestières. Donc, cette donnée, elle est disponible au niveau départemental. Donc, la BD Forêt V2, elle a été constituée entre 2007 et 2018, donc avec une approche qui est un petit peu plus nouvelle. Donc, on va choisir cette fois une nomenclature par essence forestière. Et le seuil de cartographie a été abaissé à 0,5 hectares. Donc, on n'est plus là sur 3 terrains de foot, on est quand même un petit peu, c'est un peu moins. Et donc, on s'appuie sur une nomenclature nationale de 32 postes. Donc, une autre donnée sur la forêt, c'est l'inventaire forestier national, qui est un inventaire statistique réalisé annuellement, donc des ressources forestières. Et c'est vraiment un inventaire qui est réalisé indépendamment de toute question de propriété, c'est-à-dire que l'IGN peut visiter à la fois des forêts publiques et des forêts privées. Il n'y a pas de problème. Donc, tous les ans, l'IGN collecte environ 7000 nouvelles placettes et retourne sur 7000 placettes qui ont été collectées 5 ans auparavant, ce qui fait qu'en gros, tous les ans, l'IGN récolte des données, produit des données sur 14 000 placettes. Donc, ces résultats d'inventaire, ils sont publiés dans un mémento annuel que vous pourrez retrouver sur le site de l'inventaire forestier de l'IGN. Donc, l'adresse est ici. Et dans ce mémento, on va retrouver des données sur les surfaces forestières. Donc, en France, on est à peu près à 17 millions d'hectares de forêt. Donc, ça représente à peu près un tiers du territoire. Vous allez retrouver des données sur les stocks, les volumes de bois, la composition des espèces, la pédologie, l'habitat forestier, etc. Et donc, on précise que depuis 2010, on utilise le lidar terrestre pour acquérir des données. Ça concerne, là, c'est marqué 1500 placettes relevées avec du lidar, mais on est plutôt autour des 2000 placettes aujourd'hui. Donc, la troisième grande famille de données IGN, c'est le parcellaire cadastral. Donc, à quoi ça va vous servir, le parcellaire cadastral? Donc, vous allez pouvoir identifier, localiser et représenter la propriété foncière. Donc, l'IGN produisait auparavant un produit qui s'appelait la BD parcellaire, qui n'est plus entretenu aujourd'hui et qui est figé, mais qui est toujours téléchargeable sur le site des géoservices, donc sous licence ouverte 2.0 par emprise départementale. Donc, à la place, l'IGN propose un nouveau produit, le Parcellaire Express, qui est issu du PCI Vecteur de la Direction générale des finances publiques. Donc, pour accompagner ses utilisateurs dans l'utilisation de ce nouveau produit, l'IGN a conçu ce nouveau service en ligne avec une structure qui va être similaire à celle de la BD parcellaire. Mais l'avantage, c'est que comme cette ressource est issue du PCI, donc elle est mise à jour très régulièrement, donc tous les 3 mois, à chaque nouvelle diffusion sur le site cadastre.data.gouv.fr. Donc, un autre produit que l'IGN coproduit avec la DGFiP, c'est la représentation parcellaire cadastrale unique, RPCU. Donc, c'est vraiment un des chantiers de modernisation du plan cadastral. Donc, à terme, c'est vraiment la RPCU qui sera la référence en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti. Donc, la RPCU repose sur 4 grands principes. La continuité géographique, c'est-à-dire qu'on vise à produire un cadastre sur l'ensemble du territoire qui soit en conformité avec la réalité du terrain, avec un niveau d'exactitude qui doit être au moins égal à celui du PCI et du RGE. Et puis, il doit être d'une disponibilité au format vectoriel du plan cadastral et bien sûr en cohérence avec les autres données du RGE. Une autre famille de données que vous connaissez certainement le plus, c'est l'offre standard de l'IGN. C'est la cartographie, donc qui est composante cartographique. On a d'un côté des fonds qui sont plutôt orientés usage grand public et loisirs, avec la gamme des scans, qui sont les versions numériques des cartes papier. Et puis, on a des fonds plutôt orientés usage professionnel et les zones urbaines avec les pyramides écran multi-échelle. Donc, côté scan,
On a le scan 25, hein, qui est le scan de la carte papier au 1/25 millième de l'IGN. Ce sont les cartes de randonnée, hein, classiquement, que vous utilisez très certainement beaucoup. Donc, 1 cm sur la carte, ça fait 250 mètres sur le terrain. Donc, on a des scans aussi à petite échelle, donc le scan 100, le scan départemental, le scan régional, le scan 1000. On a le scan OACI qui est pour l'aviation civile et le scan historique. Et puis, d'un autre côté, donc, on a les plans IGN, les pyramides d'écran multi-échelle. Donc, c'est un fond cartographique qui est vraiment très complet, qui a 19 niveaux de zoom, qui va donc de l'échelle monde au 1 millième environ. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un contenu cartographique riche, à grande échelle, et notamment en zone urbaine. Et donc, vous allez aussi pouvoir accéder au plan IGN vecteur tuilé. Donc là, c'est vraiment pour un usage plus professionnel. Donc, ça va vous permettre d'accéder à des styles, de personnaliser le fond cartographique et d'ajouter, par exemple, des données métiers dans vos solutions. Donc, une autre donnée qui est intéressante, c'est le patrimoine historique. Donc là, il s'agit de mettre à disposition les cartes et les photos aériennes anciennes de l'IGN, donc qui existent sous 2 formes. Il y a une forme simple, hein, qui est dématérialisée, où il s'agit juste de scanner en fait les cartes et les photos aériennes. Et puis, il y a une forme un petit peu plus avancée que vous allez pouvoir exploiter dans vos outils web et SIG. Et donc, en particulier, ce sont les scans historiques. Ce sont des versions assemblées, hein, des cartes comme le scan 50 qui date des années 50, les cartes d'état-major et puis les cartes de Cassini qui datent du XVIIIe siècle. Pour l'ortho-photo, on produit un millésime qui est dit de 1945-1965 qui permet d'accéder à l'ortho historique. C'est utile notamment pour la simulation de l'évolution des territoires, par exemple. Donc, vous allez pouvoir retrouver une bonne partie de ces données. Donc là, je ne vous ai pas mis l'adresse du lien, mais sur le site qui s'appelle Remonter le temps, mais vous aurez l'adresse un petit peu plus loin dans la présentation. Vous pouvez télécharger sur ce site des données dématérialisées, y consulter les fonds de type scan et puis les orthos historiques. Et donc, c'est un outil d'analyse d'évolution du territoire qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir les comparer avec les fonds contemporains. Voilà. Donc, je vais vous parler plus précisément aussi des données LIDAR HD. Donc, l'IGN est engagé depuis l'année dernière jusqu'en 2025 dans le programme national LIDAR HD. Donc, il va s'agir de produire et de diffuser une cartographie 3D de l'intégralité du sol et du sursol de la France en données LIDAR. Alors, pourquoi on s'est lancé dans ce programme national? L'idée, c'est évidemment d'obtenir une cartographie très précise et riche de la France métropolitaine, et de ses départements et territoires d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, qui va faire l'objet de mesures spécifiques un petit peu plus tard. Et donc, cartographier la France de manière très précise, ça va permettre de mieux connaître notre territoire et d'en élargir les usages. Donc, plus la densité va être haute et plus les usages vont être précis. Donc, notamment, ça va nous permettre d'améliorer la caractérisation des forêts. On va pouvoir évaluer la ressource en biomasse, évaluer les friches, les coupes rases, évaluer l'accessibilité aux parcelles forestières, par exemple, et puis avoir une meilleure prévention des risques de feux de forêt. On va pouvoir aussi améliorer les référentiels et les processus de production de l'IGN. Et puis, on va effectivement pouvoir prévenir mieux les risques naturels. Donc là, j'ai parlé des feux de forêt, mais il y a aussi tout le risque d'inondation, la pollution, par exemple. Donc, ça correspond pas mal de risques. Et puis, enfin, on va pouvoir aussi, je dis enfin, mais il y a tellement d'usages et il y en a aussi beaucoup à découvrir avec vous. Là, c'en est un certain nombre qu'on a identifié, mais il y a aussi la possibilité, du coup, d'évaluer l'admissibilité aux aides de la politique agricole commune des parcelles de surface pastorale. Donc, en fait, on le faisait déjà avec les orthos dans le RPG, mais on va le faire mieux avec le LIDAR solidaire. On va pouvoir... Donc, les données qui vont être diffusées avec le programme LIDAR HD, ce sont des nuages de points recalés qui sont bruts ou classifiés, et aussi des modélisations numériques en 3D, donc des modèles numériques de terrain, des modèles numériques de surface ou encore des modèles numériques de hauteur.
Donc, l'ensemble ces nuages de points 3D qui sont acquis dans le cadre du programme LIDAR HD. Donc, ils sont d'abord classifiés en plusieurs classes, donc le sol, l'eau, la végétation, les bâtiments, les ponts et les sursols pérennes. Et puis ensuite, ils donnent lieu à la production donc, de MNT, de MNS et de MNH. Donc, l'ensemble de ces données-là dont je vous parle est disponible sur le site des géoservices de l'IGN. Donc, je vous ai mis l'adresse ici, où vous pourrez télécharger à la fois les données LIDAR HD et puis d'autres données de moindre densité dont je vais vous parler juste après. Qui ne sont pas précisées dans cette slide, mais donc, ce sont les produits aussi Nualid. Donc, les produits Nualid, ça rassemble l'intégralité des nuages de points LIDAR de moindre densité, donc qui sont en général à 2 points par mètre carré en moyenne, qui ont été acquis par l'IGN depuis 2010. Donc, tous ces produits Nualid, donc ces données LIDAR de moindre densité, seront également bientôt téléchargeables librement sur le site des géoservices. Donc, comment vous allez pouvoir accéder à toute cette offre? Eh bien, il y a différentes solutions. Donc, vous avez le site vitrine du géoportail. Donc, lui, il va vous permettre de visualiser l'ensemble des données de l'IGN et aussi toutes les données de nos partenaires. Vous allez avoir l'INSEE, vous allez avoir des données sur le tourisme, c'est vraiment très, très vaste. Vraiment, le géoportail, c'est la vitrine des données de l'IGN et de ses partenaires. Ensuite, vous allez avoir donc, le site des géoservices dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans cette présentation. Donc, le site des géoservices, c'est le site par lequel vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des données de l'IGN, donc qui, je le répète, sont gratuites depuis le 1er janvier 2021, téléchargeables librement sous licence étalable 2.0. Donc, vous allez pouvoir télécharger ces données par téléchargement, donc souvent ce sont des lots départementaux et vous allez aussi pouvoir accéder à ces données sous forme de flux de ressources et de services en ligne, donc format WMS, WMTS, voilà, et d'autres. Vous allez pouvoir accéder aussi aux métadonnées, vous allez avoir toutes les fiches produits de tous les produits de l'IGN où sont précisées la source, l'actualité. Vous avez un blog aussi où vous trouverez toute l'information sur les produits et services de l'IGN et toute la documentation nécessaire. Vous avez aussi des services applicatifs comme Remonter le temps, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez d'autres applicatifs comme macartigène.fr, mes adresses IGN. Vous avez un service aussi Minecraft à la carte, des services de calcul, des géocodeurs. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit là juste avant, toutes nos données sont gratuites donc, et téléchargeables en licence ouverte 2.0 pour l'essentiel de l'offre de données. Donc, c'est quasiment toutes. Les seules qui ne sont pas téléchargeables, ce sont des données qui sont produites avec des tiers. Donc, il s'agit du scan 25, du scan 100 et du scan OACI. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la partie appel à projet IGN Femmes, donc vous faire un petit zoom. Donc ça fait un peu le lien avec la partie LIDAR HD dont je vous ai parlé juste avant. Donc nous avons décidé, pour venir en appui justement de ce programme national LIDAR HD, de lancer un appel à projet sur cette technologie LIDAR et les données issues du LIDAR. Alors, on va valoriser l'ensemble des données LIDAR, hein, pas que LIDAR HD, mais aussi les données LIDAR de moindre densité qui peuvent correspondre à différents besoins. Et donc, notre idée, c'est vraiment, par cet appel à projet, de vous aider à vous approprier les données LIDAR, de vous accompagner dans l'utilisation des nuages de points LIDAR et leurs sous-produits, hein, les MNT, les MNS, les MNH. L'idée, c'est bien évidemment aussi de favoriser l'émergence de nouveaux services et de nouveaux usages à partir de données LIDAR HD. Voilà, donc comment vous allez pouvoir candidater? Donc, il faut que vous soyez une PME, une start-up, une association, une ETI ou une JEI. Et si vous utilise les données issues du LIDAR, alors eh bien, cet appel à projet il est fait pour vous. Donc, on vous invite à déposer votre dossier de candidature dès le 30 juin, donc c'est dans 2 jours. Et vous aurez tout l'été pour ce faire. Et on annoncera les lauréats mi-octobre à peu près.
Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations dédiées à cet appel à projet sur le site spécifique qui est, donc vous trouverez l'adresse ici. Donc, vous allez retrouver les dates clés du calendrier. Les partenaires, l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur cet appel à projet. Donc, à chaque fois, il y a des partenaires métiers, des opérateurs métiers, des structures d'appui à l'innovation et puis aussi des territoires d'expérimentation. Donc, je vous invite à aller consulter ce site pour voir l'ensemble de nos partenaires. On en a une vingtaine qui nous accompagnent sur cet appel. Vous allez pouvoir aussi consulter le règlement de la consultation. Et puis, on a mis spécifiquement en place un bac à sable de données LIDAR, puisque c'est un appel à projet qui est un petit peu plus technique que d'autres thématiques qu'on a pu proposer jusqu'ici. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces informations sur le site dédié. Et puis, si vous avez une question sur l'appel à projet, bien n'hésitez pas. Vous avez encore 2 jours pour discuter librement avec nous. Ensuite, on pourra toujours discuter avec vous, mais les réponses que l'on pourra vous faire pourront être publiées dans la foire aux questions et portées à connaissance de tous les candidats pour respecter une équité, l'équité entre tous les candidats. Donc, cette adresse, c'est ignfab@ign.fr. Voilà pour moi. Je ne sais pas si du coup Giulia Caputo, qui est l'intervenante qui va... Je suis là. Super. Voilà, je ne sais pas si je te laisse la main pour la présentation. C'est bon? Moi, je vais partager mon écran. C'est mon partage. Si je peux juste le mettre en pause. Non, arrêtez le partage. Voilà, c'est bon. Je te laisse la main. Alors, pardon de partager. Ok, je suis désolée, il faut que je quitte. Est-ce que tu peux partager, Maud? Ouais, alors attends, je vais Sinon, il faut que je quitte. partager. Toc, attends. Normalement, c'est bon. Donc, peut-être j'en profite pour présenter. Donc, moi, je suis Giulia Caputo, je suis chargée de la R&D chez Deepkey. Deepkey, c'est une société d'à peu près, enfin maintenant, on doit être quasiment 200 personnes dans 5 pays. On accompagne nos clients sur tout ce qui relève de l'ESG. Donc, ESG pour tout ce qui est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Bon, je sais pas, peut-être tu peux aller à la slide d'après, Maud. Oui. Excuse-moi, hein, désolée. Non, je t'en prie. Ouais, donc chez Deepkey, on développe une plateforme en SaaS euh, pour aider nos clients sur toutes ces thématiques ESG et de décarbonation. Et donc, on a à la fois une plateforme et à la fois des consultants et des expertises sur ces sujets RSE carbone. Donc, une double approche. Peut-être je peux vous parler un peu plus de nos clients, ça rendra les choses plus tangibles. C'est la slide d'après. Nos clients vont être, c'est très moche, c'est pas grave, je suis désolée, vont être les gros, des acteurs qui vont avoir des gros parcs immobiliers. Donc, on va retrouver des grosses foncières d'entreprise, des agences bancaires, enfin des réseaux bancaires avec de nombreuses agences bancaires partout sur le territoire. Des acteurs du secteur public, notamment on accompagne l'État qui a un portefeuille immobilier immense, des villes, des collectivités publiques en tout genre, et puis après des acteurs du retail qui vont avoir des chaînes de magasins typiquement. Donc leur particularité, c'est vraiment des gros portefeuilles immobiliers partout sur le territoire, et ils vont avoir besoin d'une approche global, multisite, pour gérer tous leurs enjeux de transition énergétique. Donc, notamment, ouais, merci Maud. Donc, nous, on travaille dans notre plateforme SaaS. Une des briques essentielles, ça va être la collecte des données, où on va se greffer à plein de sources de données existantes. Donc, on est devenu un peu spécialiste dans la collecte des données disponibles sur les fournisseurs, enfin les sites des fournisseurs énergétiques avec notamment toutes les données de factures énergétiques. On est aussi en lien avec tous les données distributeurs, avec les compteurs communicants. On travaille aussi avec les données de GTB, du sous-comptage, les données clients directement et évidemment les données de l'IGN qui sont très précieuses pour nous. Donc ça, c'était rapidement en quelques mots qui est Deepkey. Et là, je voulais vous présenter 2 cas d'usage qu'on a. Donc,
je ne sais pas si ça a été présenté, mais on a été lauréat d'un des appels à projets de l'IGN pour un projet où l'objectif, c'était globalement d'exploiter les données de l'IGN pour nous aider sur toutes nos thématiques pour massifier la décarbonation. Et en fait, on a plein de petits sujets où l'IGN nous aide et c'est très précieux. Donc, un premier gros sujet, c'est globalement un travail autour de l'adresse. L'étape fondamentale dans toute notre plateforme, c'est réconcilier des bâtiments avec des compteurs. Et donc là, un des premiers sujets qui a occupé largement Emmanuel avec qui on a travaillé de chez IGN Fab, c'est le travail de réconciliation entre bâtiments et compteurs, où notamment on va se retrouver parfois avec une liste d'adresses de bâtiments, une liste de compteurs, et notre client va être incapable de nous dire que tel compteur est dans tel bâtiment, et à nous de refaire ce travail. C'est notamment quelque chose qu'on a fait en partie pour l'État. Donc là, sur tout le patrimoine de l'État, certains ministères n'étaient pas capables de faire ce mapping, donc on les a largement aidés. On a aussi tout un sujet autour, donc notamment pour le décret tertiaire. Donc je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le décret tertiaire. C'est des objectifs très ambitieux de décarbonation qui ont été fixés à l'échelle nationale pour tout le secteur tertiaire. Donc un objectif de baisser les consommations énergétiques de 40% d'ici 2030. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui sont demandées au secteur tertiaire. Notamment, ils vont devoir renseigner toutes leurs informations de consommation énergétique et des informations bâtimentaires permettant de piloter ces actions d'efficacité énergétique. Et une des questions clés, c'était en fait, l'identifiant unique bâtimentaire. C'est un peu le Graal dans le secteur. On va nous demander de récupérer la parcelle cadastrale. Et là, ça peut paraître un peu banal comme demande, mais en fait, je ne sais pas si vous êtes familier des problématiques de données géographiques, mais c'est vraiment le serpent de mer, où la première question, c'est en fait, qu'est-ce que c'est un bâtiment? Chez DP, on va avoir... en fait, nos clients vont parfois posséder une partie du bâtiment. Simplement, par exemple, le commerce en pied d'immeuble avec au-dessus une partie résidentielle, mais qui n'est pas du tout propriétaire, qui ne correspond pas à la propriété de notre client. On peut avoir au contraire plusieurs bâtiments associés à une même adresse. Donc, juste cette information de récupération de la parcelle cadastrale est finalement assez compliquée, aussi parce que c'est une information qui n'a pas été forcément bien maintenue. Donc là, en fait, ça repose aussi sur le travail notarial de découper les parcelles correctement quand on détruit un immeuble, on reconstruit, etc. Et donc là, ce qui était très intéressant, c'était de travailler main dans la main avec l'IGN pour comprendre qu'est-ce qui était disponible et comment avancer le plus efficacement sur ce sujet. Donc globalement, en termes de base de données, on a fait appel au service de géocoding de l'IGN, Look4, qui permettait de travailler avec justement des identifiants bâtimentaires côté IGN. On a travaillé avec la base de données Adresse Premium qui associe des bâtiments physiques à une adresse postale. Parce que, en fait, ça, c'est un classique aussi, que quand le géocoding ne tombe pas sur le bâtiment exactement, mais souvent le géocoding correspond à la boîte postale. Donc, une fois qu'on a ce point, on n'a pas forcément le bâtiment correspondant. Donc, c'est là où Adresse Premium est très intéressant. Et puis, globalement, les données parcellaires pour récupérer ces fameuses parcelles cadastrales. Donc là, les gros challenges pour nous, c'était des adresses de qualité variable. C'est assez commun d'avoir un client qui va nous donner une adresse assez moche
parce qu'on est typiquement, on est dans une ZAC où, en fait, lui résonne à l'échelle de 3 bâtiments et donc va nous donner une adresse du type 812 rue machin chose. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas forcément de mapping 1-1, donc on peut avoir un bâtiment qui va avoir plusieurs compteurs, ou bien plusieurs compteurs sur un compteur pardon, sur plusieurs bâtiments. Donc, pas mal de difficultés où on était très content d'avoir l'aide de l'IGN pour travailler ce sujet. Et aussi, donc, ce que je vous expliquais, différents niveaux de précision de qu'est-ce qu'un bâtiment, qu'est-ce qu'on regarde, quel est l'objet qu'on étudie pour une problématique donnée. Je suis désolée pour ces slides un peu moches. Attends, je vais essayer de peut-être de diminuer. Merci. Là, c'est quand je les ai intégrés dans ma tête. Ouais, après, donc un deuxième cas d'usage, donc, ce que je vous expliquais, c'est que l'objectif final de Diki, c'est vraiment aider nos clients à décarboner, à réduire leur consommation énergétique. Et donc là, on a besoin de globalement mieux comprendre ce que c'est notre bâtiment. Donc, on va souvent avoir au départ une donnée très, on va dire, primitive du bâtiment, peu d'informations. Et donc, toute l'information qu'on va être capable de récupérer nous-mêmes va être clé pour derrière mieux comprendre quelles sont les possibilités, quelles sont les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place, etc. Donc, globalement, notre objectif, ça va être de mieux comprendre le bâtiment étudié, donc que ce soit sa géométrie, son orientation, sa date de construction. On a aussi travaillé, encore une fois, avec l'hygiène femme, une petite exploration pour comprendre quel type de toit on avait. Et donc, est-ce qu'on avait des possibilités de mettre en place du photovoltaïque, par exemple, ou des toits végétaux, ou est-ce qu'on peut détecter des groupes froids. Enfin, voilà. Donc, on a plein de cas d'usage comme ça. Donc là, ce qui est très, très utile pour nous, c'est la BD Topo qui nous donne des premiers éléments de la géométrie du bâtiment avec des informations de hauteur, d'orientation et tout ça pour un bâtiment dans son contexte. Donc ça, c'est très intéressant. Et les données MNS, donc modèle numérique de surface, pour préciser en fait cette donnée de hauteur, parce que la BD Topo donne une information, on va dire, un peu grossière, grosse maille du bâtiment. Le MNS permet d'aller plus loin sur repérer justement la petite surélévation, etc. Donc là les gros sujets pour nous, c'est qu'en fait, la manière dont la BD Topo découpe un bâtiment, définit un bâtiment, ne correspond pas toujours à notre découpage. Parce que justement, on va avoir nos clients vont posséder qu'une seule partie du bâtiment où la BD Topo repose beaucoup sur les parcelles cadastrales. Si ces parcelles n'ont pas été mises à jour, en fait, ça va être très difficile de comprendre où est-ce qu'il faut s'arrêter dans, par exemple, un bâtiment très très long. On peut imaginer en fait que c'est quasiment 3 bâtiments indépendants. Ça, c'est quelque chose, la BD Topo va être aveugle de ça, mais nous, dans nos données, les données qu'on va récupérer, on va plutôt récupérer des données relatives à qu'une partie du bâtiment physique. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le géocoding n'est pas toujours sur le bâtiment. Donc pareil, on reste... il y a ce petit défi de comprendre, une fois qu'on a une adresse, de quel bâtiment on parle. Et globalement, un bâtiment, c'est compliqué avec toutes les problématiques on peut avoir plusieurs bâtiments physiques à une même adresse. Des petites surélévations. La BD Topo peut être parfois très très précise avec un petit garage distinct du reste du bâtiment, etc. Et donc là, je vais vous montrer des petites les illustrations rapidement. C'était un pipeline qu'on avait
travailler pour étudier les toits. Et, donc, ouais, moi, je voulais profiter pour remercier l'IGN Fab et vous encourager à participer à l'appel à projet de l'IGN. C'est vraiment très intéressant de travailler avec eux parce que l'IGN est producteur de données. Donc, travailler directement avec la personne qui a produit les données, c'est vraiment, vraiment clé pour comprendre les biais, comprendre où la précision s'arrête, les parties pris, les étapes aussi de création de la donnée. C'est aussi très intéressant parce que l'IGN Fab a une très bonne connaissance de tout l'écosystème des données géographiques, donc que ce soit en France avec par exemple les autres acteurs la sollicités par le CGDD, mais aussi à l'étranger, on a été mis en contact avec les équivalents de l'IGN en Espagne, etc. Donc, ça, je pense que c'est intéressant aussi de connaître les possibilités à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne. Nous, c'est un défi. Là, on est en grosse croissance chez Dicky. On avait on a besoin d'avoir une réponse à l'échelle européenne. Et donc, l'IGN a aussi participé à essayer de travailler l'échelon Europe. Et oui, et ce qui est très impressionnant dans les données de l'IGN, et justement en étudiant qu'est-ce qui se fait un peu partout en Europe, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une qualité de la donnée qui est stable sur tout le territoire. Donc, on a la même granularité sur toute la France, et ça, c'est vraiment très intéressant. On peut même aller encore plus loin sur quelques villes qui vont être toutes modélisées en 3D, etc. Mais déjà, le niveau d'information disponible sur toute la France est très impressionnant. Donc, on est très content globalement de travailler avec l'IGN. Et voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julia. Effectivement, on peut prendre des questions, que ce soit sur le chat. Vous pouvez prendre la parole, ou sinon vous levez la main et je peux vous permettre d'activer vos micros. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, c'est vrai qu'on a été très très clair. Alors, il y a une main levée. Je vais donner la parole à Emmanuel Champeau. Vous pouvez y aller normalement. Ouais. Juste, je voulais savoir, alors bonjour, excusez-moi, nous on fait du tourisme en vélo. Voilà, on va construire une appli là, pour la saison prochaine. Toutes les passerelles sont envisageables, j'imagine, pour basculer d'une appli et tirer parti de toutes ces données dans les itinéraires qu'on pourrait proposer, nous, à nos clients, en termes de cartes. Alors, François, est-ce que tu es là? Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'est pas connecté, ouais, désolé. Non, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question, Emmanuel? Désolée. Ouais, non, mais sinon, peut-être que je la poserai par écrit sur l'adresse que vous m'avez demandé, parce que c'est par rapport à la réponse à l'appel à projet. En fait, c'est pour l'exploitation possible des données via des applis de guidage touristique, voilà, en vélo. François est là, il peut parler. J'ai réactivé son micro. Ok, j'espère que c'est le bon François. Quels sont les types Oui, quels sont les bonjour. types Bonjour. Vous Oui, m'entendez? bonjour. C'est bon, ça y est. Oui, Non, c'est je bon. voulais juste savoir quels étaient est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver. On va élaborer, nous, une application de guidage sur du tourisme en vélo. Et donc, si on veut faire des liens avec des données IGN un petit peu originales, telles que celles que vous pouvez proposer, qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on trouve habituellement, est-ce qu'il y a certaines données qui sont exploitables en appli et d'autres non? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur le site geoservice.ign.fr.
vous aurez la liste de toutes les données disponibles, mais aussi tous les API accessibles directement. Ok, eh ben, c'est parfait. Rien à dire. Parfait, merci bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on a également une question sur le chat de Benjamin. Bonjour, j'ai remarqué qu'il y avait un décalage entre le bâti de la BD Topo et l'image aérienne de la BD Ortho. Avez-vous des recommandations pour recaler la BD Topo sur la BD Ortho? Alors, ça c'est une question que nous pose très souvent. Il faut comprendre que il y a le phénomène de dévers des bâtiments qui fait que suivant la position de l'avion au moment de la prise de vue aérienne, le haut du bâtiment ne va pas se retrouver au même endroit d'une photo à une autre. D'une année sur l'autre, ne va pas être au même endroit. Par contre, le bas du bâtiment, lui, ne va pas bouger. Et donc c'est pour ça que si vous avez recalé, si vous affichez le contour de la BD Topo, vous aurez le contour en fait du bas du bâtiment, et sur la photo aérienne, le haut du bâtiment pourra apparaître décalé par rapport au bâtiment, mais c'est simplement un phénomène de dévers, de prise de photo. Et entre deux, si vous essayez de comparer, il y a un bon exemple sur Saint-Mandé, vous essayez de regarder l'ortho à très grande échelle disponible sur cette zone, et l'ortho classique, eh ben, vous verrez que le haut du bâtiment bouge beaucoup. Et tout simplement parce que l'avion n'était pas au même endroit lorsqu'il a pris la photo, et donc le dévers fait que le bâtiment bouge, le haut du bâtiment bouge. Bonjour, je ne sais pas, vous m'avez proposé de réactiver le son. Alors effectivement, vous m'entendez bien? Oui. J'ai observé effectivement qu'il y avait ce phénomène de décalage entre le toit en fait et l'emprise au sol, mais parfois il y a vraiment, on va dire, 1 ou 2 mètres de décalage, et la baie des topos est vraiment à côté, on va dire, de l'emprise au sol du bâtiment, à plusieurs mètres de décalage. Donc c'était par rapport à ça, s'il y avait des Vous moyens. m'entendez? Oui. Oui, donc à nouveau, si ça peut être simplement dû au dévers, et donc là, c'est pas que le bâtiment, c'est pas que la photo n'est pas le haut du bâtiment et n'est pas en position. Après, il peut y avoir certains décalages dus notamment à l'unification avec les données cadastrales, où il peut y avoir quelques déplacements qui ont été provoqués. Voilà. Ok. Mais généralement, on se retrouve voilà, au bon endroit sur le bâtiment BT Topo. On est à une précision métrique. Très bien, merci. Ok. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, que ce soit dans le chat ou si vous voulez lever la main, je vous donnerai la parole également. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Bon, bah, c'est que c'était très clair alors. Alors, si, on a Florent Fournier, donc bonjour. Donc, la précision des données de BS Ortho est de l'ordre du mètre. BD Ortho. Non, je parlais de la BD Topo, qui était de l'ordre de précision métrique. Pour l'ortho, alors là, on va dire plutôt, on va parler de la résolution. De toute façon, vous avez sur geoservice.ign.fr, vous avez le catalogue de tous les produits avec les spécifications de tous ces produits, donc vous pourrez les lire en détail là-dessus. Et donc là, sur la résolution de l'ortho, on est plutôt sur du 25 ou du 20 cm, ça dépend des endroits. Ouais, pour avoir eu l'occasion de regarder les documentations techniques de l'hygiène, elles sont bien faites, et souvent on trouve aussi les réponses à nos questions dans les documentations. C'était pas les miens. En tout cas, bah, merci beaucoup à toutes les deux et merci à tous. Emmanuel Champeau. Oui, effectivement, je peux envoyer la présentation, mais surtout, le webinaire est enregistré et sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, donc Green Tech Innovation. Donc, vous pourrez y avoir accès dans quelques jours maximum. Au courant de la semaine, il sera posté. Donc, aucun souci pour ça. Parfait. En tout cas, merci à tous. Et puis voilà, je suis très heureuse qu'on conclue ce cycle de webinaire dès mardi de la donnée.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, vers Maud, vers Julia ou vers nous-mêmes à l'équipe Green Tech Innovation. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.